Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de ce qui est bien ou pas bien aux États-Unis. Volume 3. Alors, qu'est-ce qui est bien aux États-Unis? Alors, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que vous pouvez changer d'État. Ce qui n'est pas le cas en Europe, puisqu'en Europe, vous habitez en France, vous êtes français, vous avez une nationalité française. Alors oui, vous avez le bénéfice de l'espace Schengen qui vous permet la libre circulation des marchandises et des personnes, mais vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, bah tiens, j'ai décidé d'habiter en Allemagne ou je vais habiter en Italie. Vous êtes obligé de faire des procédures d'immigration. Aux États-Unis, on a 50 États qui font partie de l'Union. L'Union, c'est aussi une libre circulation des marchandises et des personnes, mais aussi la possibilité de changer d'État et d'aller vivre dans l'État que l'on souhaite. Alors pourquoi c'est bien? Tout simplement parce que suivant vos niveaux de qualification, suivant le niveau de vie, suivant vos préférences climatiques, eh bien vous avez la possibilité de pouvoir changer d'État et d'essayer de trouver un État où il fait bon vivre. Ce qui fait que, je vous donne juste un exemple, au niveau du coût de la vie, il est évident que le coût de la vie en Californie n'est pas le même que celui au Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, le coût de la vie est beaucoup plus raisonnable. Tout comme si vous allez dans le Nevada, qui ne pratique pas l'impôt sur le revenu, si vous allez au Texas, ou si vous allez dans le Wisconsin, ou si vous allez dans l'Arkansas, ou si vous allez dans le Missouri, ou si vous allez dans le Dakota du Nord, ou celui du Sud, ou si vous allez en Alabama ou en Louisiane, vous vous rendrez compte que comparativement à d'autres États tels que l'État de New York, Pennsylvanie, Maine, Vermont, Michigan, le coût de la vie n'est pas le même. Et puis aussi climatique. Il est évident que si vous n'aimez pas les hivers canadiens, n'allez pas dans le Michigan, ni dans le Wisconsin, ni dans l'Illinois. Même l'État de New York. En revanche, si vous détestez la chaleur, n'allez pas en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Géorgie, Floride, Alabama, Louisiane, Texas, Nouveau-Mexique. Voire dans Quoique la Californie, le sud de la Californie, c'est un climat qui est beaucoup plus méditerranéen. Donc ça peut être chaud, mais c'est chaud, sec. Même si des fois, on peut avoir des températures qui peuvent grimper à des 30 ou 40 degrés. Et puis culturel aussi. Il est évident que aujourd'hui, vous avez des États qui sont très clairement affichés comme étant des États plutôt progressistes ou des États plutôt conservateurs. Même si, encore une fois, ce n'est pas forcément vrai suivant l'endroit où vous habitez dans l'État. Si vous habitez dans une grande ville aux États-Unis, que l'État soit progressiste ou conservateur, de toute façon, toutes les grandes villes américaines sont d'ordinaire progressistes. Vous avez des maires progressistes, vous avez des cultures qui sont plutôt progressistes. Il y a quelques villes où, en effet, il y a encore un certain conservatisme. Je pense par exemple à une ville comme Salt Lake City. Mais Salt Lake City, c'est une ville qui est un peu particulière parce que c'est la ville des Mormons. Donc forcément, si tu veux essayer de faire du progressisme à Salt Lake City, c'est pas dans cette ville-là que tu verras une marche des fiertés, par exemple. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, suivant votre opinion, suivant votre mentalité, suivant votre caractère, il y a forcément un endroit où vous allez vous plaire. Même si il existe pas mal d'endroits aux États-Unis où il fait bon vivre, mais c'est une vie qui est un petit peu une vie en autarcie, c'est-à-dire que c'est assez renfermé sur eux-mêmes. Récemment, j'ai vu
un documentaire sur les Français à Phoenix. Alors c'est vrai que la ville de Phoenix est une ville qui est assez gigantesque. Mais quand je voyais le reportage de ces Français étaient heureux d'avoir trouvé cet endroit, ils y vivent bien, ils y ont investi, ils ont créé leurs entreprises, ça marche très bien pour eux, etc. Mais je me suis quand même dit, mais finalement, ces Français ont pris le pli d'une vie à l'américaine, c'est-à-dire, j'ai une success story et je vis une petite vie, en fait, où au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. Tu te fais chier parce qu'avec les années, tu fais toujours la même chose. Tu vas toujours faire du trekking dans la nature, etc. Et ces gens-là, finalement, ne sortent quasiment pas de l'État. Ou restent littéralement dans... Alors que, même dans un État, il y a quand même des tas de trucs à voir. Nous, par exemple, ici en Caroline du Nord, si on a envie de se changer un petit peu le paysage, on peut très bien aller à la mer, au bord de mer, comme on peut aussi aller à la montagne, dans les Appalaches. C'est vrai que nous, on a quand même un avantage où on a différentes géologies. On a 3 géologies différentes. Vous avez par exemple un État qui est un État aujourd'hui qui commence à avoir le vent en poupe. Pour les Californiens aisés, c'est l'Idaho. Alors c'est vrai que l'Idaho, vous le connaissez de nom, mais vous ne savez déjà même pas où vous pouvez le mettre sur une carte. L'Idaho, c'est un État qui est plutôt conservateur, donc ce qui fait que vous avez beaucoup de Californiens, même des progressistes, qui viennent en Idaho parce que c'est pas un État ultra conservateur, c'est un État qui est plutôt conservateur dans les valeurs fondamentales de la famille, du respect, de l'autorité. Il y a très peu d'insécurité, par exemple, dans l'Idaho. Vous avez la partie montagneuse qui est... Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, puisque récemment, il y a eu un mass shooting dans une ville d'ailleurs qui porte un nom français, mais je ne me souviens plus lequel, et qui est une ville assez réputée parce qu'elle attire vraiment là la haute société, californienne. Là encore, c'est un endroit où évidemment là le coût de la vie est beaucoup plus élevé, mais vous pouvez faire 100 km pour aller dans une autre petite ville, etc. Là, vous allez vous retrouver dans un endroit où il fait bon vivre, surtout si vous aimez la nature, si vous êtes proche de la nature, si vous êtes plutôt écolo. C'est des endroits où vous pouvez trouver... puis il y a de quoi faire, parce qu'il y a des endroits où vous pouvez développer des business qui n'existent pas, par exemple. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que même dans le pire des cas, les États-Unis, c'est toujours un pays qui, culturellement, saura toujours retomber sur ses pieds. Ce qui n'est pas le cas en France. En France, on a une culture où on responsabilise beaucoup plus l'État, l'État, mère nourricier, etc., que de s'assumer soi-même. Donc ça, c'est peut-être, comparativement à la France, quelque chose qui est plutôt bien, je dirais. C'est, quelles que soient vos convictions, vos idées, etc., il y aura toujours aux États-Unis un endroit où vous pourrez poser vos valises et y vivre des années tranquilles, surtout qu'en plus, vous pouvez voyager, où il y a beaucoup de lignes d'intérieur, il y a de l'avion, il y a le train. Oui, le train, ça pose un petit peu de problème. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça, c'est ce qui était bien. Par contre, ce qui n'est pas bien aux États-Unis, oui. Quand vous savez que c'est un pays qui a développé le transport ferroviaire de façon très massive, mais quand vous le voyez, l'état aujourd'hui du réseau, alors vous avez évidemment le fameux Amtrak. Le Amtrak, c'est ce train qui traverse les États-Unis. Sauf que, faut pas être pressé. Alors, et c'est là que on voit un petit peu l'inverse. En France, souvent, il y a des Américains qui me disent « Mais en France,
vous avez un train rapide. Je dis oui, on a le TGV qui permet de traverser la France d'est en ouest, du nord au sud, en des temps de l'ordre de 3, 4, 5 heures. On a même l'Eurostar qui, de Paris à Londres, je crois, c'est 3 heures ou 4 heures, je ne sais plus. Donc, oui, et ça, malheureusement, ça manque. Alors, ça manque aux États-Unis, un pays qui est très grand. Vous imaginez l'énorme business de pouvoir construire un train rapide aux États-Unis. Mais alors, la question, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors, il y a eu des projets, hein. Il y a eu un projet de train rapide en Californie pour relier Los Angeles à San Francisco. Sauf que le truc, il a traîné, puis au bout d'un moment, l'État fédéral, ils se sont dit, attends, c'est quoi ce bordel? Et on s'est rendu compte qu'en réalité, c'était magouille et compagnie, c'est-à-dire qu'il y avait du pognon qui partait dans la poche, il y avait de la corruption, etc. Si bien qu'au bout d'un moment, le projet est tombé à l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont construit, ils ont construit des lignes, des ponts, des machins, mais aujourd'hui, qui servent à rien parce que le projet est tombé à l'eau, ils ont arrêté. Là, il y a un autre projet apparemment de train rapide à l'est pour rejoindre Washington à Baltimore en passant par New York. Mais pareil, c'est une mégalopole qui part de Washington, Baltimore, Philadelphie, jusqu'à New York, jusqu'à Boston. Oui, c'est Boston. J'ai tracé une nouvelle ligne de chemin de fer, train rapide dans tout ça. Et là, ça coûte des centaines et des centaines de milliards. Sachant qu'en plus, chaque État devra porter sa responsabilité et son investissement. Or, il y a certains États qui n'en veulent pas. Alors pourquoi aux États-Unis on n'a pas de train rapide? Tout simplement parce que vous avez le lobby des avions. Le lobby des compagnies aériennes intérieures ont fait en sorte de faire plomber, de foutre en l'air tous les projets de train rapide. Parce que très clairement, le train rapide ferait largement concurrence à l'avion. Sauf qu'aujourd'hui, vous commencez à voir des responsables politiques qui commencent à y revenir parce que le prix de l'avion aujourd'hui, c'est pas le même prix qu'on avait il y a 20 ans. C'est-à-dire que le prix des billets d'avion sur les lignes intérieures a considérablement augmenté. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus d'Américains maintenant qui utilisent leur voiture pour faire des longues distances que de prendre l'avion. Donc oui, le train aux États-Unis, faut pas être pressé. Faut pas être pressé. Et puis en plus de ça, il y a des États où malheureusement les lignes sont pas en très bon état, d'où la raison pour laquelle, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il y a beaucoup d'accidents aux États-Unis de trains qui déraillent. Parce que malheureusement l'entretien des lignes, c'est assez approximatif. Je crois me rappeler d'ailleurs qu'il y a même il y a eu un déraillement pas très loin de chez moi il y a quelques années. Alors que là aussi, il y a beaucoup de politiques, et surtout les politiciens plutôt proches des idées écologistes, qui eux aussi voudraient voir le train se développer pour le transport de marchandises. Sauf que vous avez le lobby des routiers qui, eux, ne veulent pas en entendre parler. Puis même, de toute façon, ça sera un investissement quand même considérable parce qu'il y a toutes les infrastructures à repenser, à rénover, à réformer. Donc oui, il y a du transport de marchandises, mais voilà, je veux dire, je pense que le transport de marchandises aujourd'hui est beaucoup plus cher que faire le transport par camion. Le transport de marchandises, il est intéressant uniquement si vous faites vraiment des transports de marchandises de masse. Mais sinon, d'une manière générale, aujourd'hui, le transport de marchandises se fait au moins les 2/3 par transport par camion. Qu'est-ce qui est bien ou pas bien aux États-Unis?
La bouffe, je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais bon, je peux en reparler en disant que malheureusement aux États-Unis, pourquoi il y a tant de gens qui sont malades? Parce que la bouffe est dégueulasse. Tellement dégueulasse que oui, le problème, c'est qu'il y a des fois certaines bouffes, si vous ne faites pas attention, il faut savoir que vous avez des nourritures qui sont fabriquées aux États-Unis avec des produits qui sont interdits dans l'Union européenne, par exemple. Si c'est interdit dans l'Union européenne, il y a peut-être une raison. Alors, pareil, il y a parfois des procès qui ont comme conséquence qu'il y ait une obligation d'information du client. Donc aujourd'hui, quand vous allez dans un restaurant de viande, par exemple, eh bien dans le restaurant vous affiche si les viandes sont des viandes OGM ou si c'est des viandes sans OGM, c'est-à-dire naturel. Enfin, naturel, c'est un pléonasme. Parce que les viandes ici aux États-Unis, c'est bourré d'antibiotiques et antibiotiques et merde, je ne sais plus c'est quoi le truc qui des OGM, non pas des OGM, c'est antibiotiques et hormones, voilà, hormonés, pour développer évidemment la masse musculaire des animaux pour qu'il y ait plus de viande, logique. Mais du coup, la viande, quand vous la cuisez, si vous ne rajoutez pas 2 tonnes de sauce, elle est fade. La viande n'a pas de fumée, n'a pas de goût, finalement. Sauf qu'évidemment, tout ça, ça a des conséquences. Alors, il y a eu des procès contre des entreprises parce qu'ils vendaient de la bouffe qui était dégueulasse, mais malheureusement, vous savez, vous avez des associations aux États-Unis, quand ils alignent 4 avocats, l'entreprise, elle en aligne 25. Et puis voilà, ça va chercher la petite bête pour... Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de procès, mais malheureusement, il y a beaucoup de procès qui ne mènent nulle part. Le tabac aux États-Unis, alors là par contre, si vous êtes fumeur, bon courage. Moi j'ai été fumeur, j'ai arrêté en 2013. Parce que ça devenait trop cher. Et puis en plus de ça, aujourd'hui par exemple, on se souvient dans les années 80-90, il y a eu pas mal de procès contre les entreprises du tabac. Alors il y a eu des procès importants qui ont été gagnés, si bien qu'aujourd'hui par exemple, quand vous achetez du tabac, il faut être majeur, donc il faut présenter une pièce d'identité, dans certains États, et vous avez des messages qui vous informent que, par exemple, là j'ai eu ici au Caroline du Nord, il y a l'obligation d'afficher un panneau pour dénoncer le fait que la compagnie Philip Morris a été condamnée parce qu'elle mettait des additifs dans son tabac pour rendre addicts les fumeurs. Par contre, en revanche, c'est pas demain la veille comme aux États-Unis, on mettra sur les paquets des images de cancer du poumon, etc., comme vous avez en France. Parce que quand même, la lutte contre le tabac, ça va, mais on va pas quand même flinguer l'industrie, hein. Surtout que, bon, un fumeur aux États-Unis, s'il veut prendre une assurance santé, toutes les assurances santé aujourd'hui mettent systématiquement des malus. Parce que oui, si vous tombez malade à cause du tabac, ça coûte cher, donc assurance. Alors attention, parce que les malus aux États-Unis, ça coûte très très cher. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'Américains fumeurs qui ne déclarent pas qu'ils sont fumeurs, pour ne pas devoir payer les malus. Par contre, si un jour ils vont voir un médecin, il est évident que le médecin, il va se rendre compte, si vous auscultez, il va bien sentir dans les poumons qu'il y a quelque chose. Donc forcément,
c'est problématique. Et que si jamais un Américain qui est fumeur mais qui n'a jamais déclaré à son assurance santé qu'il était fumeur, si jamais l'assurance santé s'en rend compte, bah évidemment la personne est virée. Non seulement elle est virée, mais en plus de ça, ça va être difficile de trouver une autre assurance santé parce que ça va être un conséquent pour que les autres assurances santé sachent pourquoi il a été viré d'une assurance santé. Donc ça, évidemment... Qu'est-ce qui n'est pas bien aux États-Unis ? Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais c'est la société de consommation. Cette fameuse société de consommation à outrance qui forge dès la naissance des personnes à ne pas avoir aucune volonté, aucun courage, à un moment donné, de s'arrêter. De s'arrêter de consommer des produits qui sont nocifs pour leur santé. Et c'est pour ça que si vous venez aux États-Unis, ne soyez pas effrayés par le nombre de gens qui sont gros, par le nombre de gens qui clairement ont des surpoids, par le nombre de gens qui très clairement sont condamnés à vie parce que c'en est à un point que c'en est génétique. Et vous avez un nombre incalculable de gens où vous avez même des difformités. Alors, oui, il y a des politiques de lutte contre ces problèmes de surpoids, d'obésité, etc. Mais le problème, c'est que vous savez que la santé, c'est aussi un business. Donc on ne va pas faire en sorte de développer des politiques pour lutter contre le surpoids, contre la malbouffe, etc. Ben non. Parce que la malbouffe, ça crée des gens malades, et que les gens malades, ça fait tourner le business du système de santé. Donc, si vous êtes un peu intelligent, si vous avez la motivation, vous pouvez trouver de la nourriture saine. Comme en France, vous avez les marchés, aux États-Unis, on a les farmer markets. Mais les farmer markets, ça veut dire que vous achetez des produits, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous cuisiniez. Sauf que là aussi, les Américains, quand ils cuisinent, moi je peux vous dire, il y a des tas d'Américains, des fois, où j'ai été invité, ils ont cuisiné des trucs. Ça n'a pas de goût. Pour ainsi dire, c'est dégueu. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, tous les Français qui vivent aux États-Unis, si vous leur posez la question, mais qu'est-ce qui vous manque ? On est à 100% tous d'accord en disant la bouffe, la bonne bouffe. Parce que la bonne bouffe aux États-Unis, vous pouvez en trouver, mais c'est cher, c'est très cher. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour ce qui est bien ou pas bien aux États-Unis. Si vous avez des sujets ou des questions concernant les États-Unis pour savoir si c'est bien ou c'est pas bien, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Puis au moins, ça fait remuer le petit algorithme. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.